L'antiquaire, écrit et conté par Raffadim. Deuxième partie. Chambiche entreposait ses conserves et bocaux dans l'arrière-boutique. Boîtes de thon, haricots blancs, asperges ou encore pêche au sirop avaient été soigneusement alignées et étiquetées. Il avait toujours pris son métier au sérieux, sans se prendre lui-même trop au sérieux. Mais cela faisait des années qu'il était seul, sans femme ni enfant, et qu'il se demandait comment il en était arrivé là. Sa situation était tout à fait honorable, mais il était pris de nostalgie et d'amertume. En somme, il se demandait s'il n'aurait pas pu faire autre chose, loin de Fautet. Les messes du père Perrault n'aidaient pas tellement. La lecture de la Bible non plus. Il était dépressif, voilà tout. Mais ce soir-là, il ne pensait à rien d'autre qu'au coffre posé à même la table en bois. Le coffre était intrigant. La requête du maire l'était tout autant. Et pour la première fois depuis des semaines, il n'ouvrit pas la liqueur de prune. Il était même content de laisser ses doutes intérieurs de côté, d'avoir un os à ronger. « Qu'est-ce que tu nous caches, Dupré ?» n'avait-il de cesse de marmonner, adossé contre le dossier de chaise, les bras croisés au-dessus de sa panse. Le coffre orné d'or semblait vieux. Pourtant on distinguait encore des reliefs et des personnages. Là, un homme paraissait en étrangler un autre, à terre. Ici, un personnage courbé paraissait fuir, un coffre sous le bras, laissant quelques écus dans son sillage. Vers 3 heures du matin, il ne tint plus. Il se pencha en avant d'un geste brusque, repoussa le crochet métallique qui servait de serrure. Il prit une grande inspiration et souleva le couvercle. Il ne vit d'abord que ténèbres, puis la faible lueur de l'ampoule révéla un plancher vide. Il ouvrit tout à fait le coffre et retomba contre le dossier de son siège. Il se redressa pour vérifier. Oui, le coffre était bien vide. Aussi se gratta-t-il le haut du crâne et reprit ses méditations. Bon sang, Dupré, à quoi ça rime ? Oh, il resta encore quelques minutes, puis se résolut à aller dormir. Il referma le coffre, éteignit la lampe et alla se coucher. Il fut réveillé peu après l'aube par sa propre sonnerie. À chaque fois c'était pareil, il se disait qu'il fallait en changer, que le son de la sonnerie était le plus horrible du monde, mais il finissait par oublier. « J'arrive !» dit-il en enfilant son peignoir. Il alla ouvrir. « Monsieur Chambiche, comment allez-vous ? Vous permettez que je rentre ? » ?»« Oui, allez-y. J'ai mis le coffre à l'arrière. »« Oh, je vous suis si reconnaissant. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. »« Non, non, pas de souci. Le voilà. » Édouard Dupré se précipita sur son coffre. Il voulut l'enlacer, mais se retint pour faire bonne figure, ce qui n'échappa pas à Chambiche. « Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais... s'agit-il d'une pièce de collection très rare ?» Le maire l'ignora tout à fait et empoigna le coffre. Au lieu de le soulever sans effort, comme Chambiche la veille, il le tira à lui et eut beaucoup de mal à le porter. « Ça ne vous embête pas de me devancer pour ouvrir la porte ?» Chambiche fronça les sourcils. De toute évidence, le coffre pesait lourd et le maire avait besoin d'aide. « Permettez que je vous aide. »« Non, non, contentez-vous de m'ouvrir le chemin. » Chambiche obéit. Il avait toujours été d'un tempérament respectueux et obéissant. Mais là, un doute abyssal s'empara de lui. Il aurait juré avoir porté le coffre sans effort. Il aurait juré qu'il était vide. Il ouvrit la porte et sortit. Le maire avait le dos courbé, les bras tendus. On eût dit qu'il portait un rocher. Chambiche s'avança pour l'aider, mais se ravisa. Le maire salua d'un hochement de tête l'antiquaire, assis devant son local, le sourire en coin. « Laissez-moi voir ce qu'il y a à l'intérieur », dit soudain Chambiche, une main sur l'épaule du maire. Ce dernier voulut presser le pas, mais l'une de ses mains lâcha prise, l'autre suivit, et le coffre retomba lourdement sur ses pieds. Un cri sec et si puissant qu'il réveilla celles et ceux qui dormaient encore. C'est à peine si Chambiche prêta attention à lui, tout absorbé qu'il était par les écus d'or massif répandus au sol. Le maire se recroquevillait de douleur. Il tenait son pied droit entre ses mains et regardait un puissant Chambiche qui prenait une poignée d'écus. L'or paraissait si pur. Il ne s'y connaissait pas, mais il y avait sans doute de quoi prendre une retraite anticipée. Il s'imaginait déjà fondre les pièces pour en faire des lingots. Il secoua un peu la tête et dit au maire : « Rien de cassé ? » ?»« Oh, je crois que j'ai le pied fêlé. S'il vous plaît, ramassez les pièces et remettez-les dans le coffre. » Chambiche vit Isma sur le seuil de sa porte. Il y avait aussi Madame Corséga au loin. D'autres villageois ont regardé par la fenêtre pour sortir l'instant d'après.
Certains ont commencé à s'approcher. À la va-vite, Chambiche remit le coffre sur pied et commença à y mettre les écus. Isma est allé voir de plus près, sans trop oser s'approcher davantage. Qu'est-ce qu'ils manigancent ces deux-là, pensait-il. Oh, faites vite, dit le maire entre deux râles. Mettez le coffre côté passager. Il lui lança les clés de sa voiture, qui atterrirent au milieu d'un tas de pièces. Vous allez me conduire chez moi. Je ne peux pas prendre le volant. Je vous dédommagerai, mais s'il vous plaît, faites vite. Chambiche mit enfin les dernières pièces à l'intérieur du coffre. Heureusement, l'essentiel était resté dedans. Il prit l'objet à deux mains et alla à la voiture. Le maire avait laissé la porte côté passager ouverte. Il le déposa sous la boîte à gants, se releva brusquement et sentit une pointe de douleur dans le bas du dos. Il expulsa un râle lui aussi et alla aider le maire à se relever. L'homme sautilla à cloche-pied, soutenu par Chambiche. Il voulut dire quelque chose, après tout c'était le maire de Fauteuil. « C'était rien, dit-il au curieux. Je vous souhaite une excellente journée. » Naturellement, cela sonnait un peu faux, surtout que Gérardo était dans le coma et que Fred allait atterrir en centre éducatif fermé, ce qui n'arrangeait pas la santé mentale de la mère Donnard, déjà dépressive. Il y avait sans doute mieux à dire. Il leva la main en guise de salut, souleva sa jambe gauche pour enjamber le coffre à ses pieds, grimaça, puis referma sa porte. Chambiche alla fermer sa maison à clé, à la va-vite, et revint s'installer au volant. « J'accompagne le maire, dit-il à Isma. Je serai de retour avant midi. » Il claqua la portière et fit marche arrière. Isma et d'autres les virent s'éloigner sur la route en pente. En fin de matinée, tout le monde avait entendu parler du coffre rempli d'or. Sauf Madeleine, cloîtrée dans sa chambre au plus mal. Elle n'avait pas touché au plateau repas que sa mère avait laissé sur son bureau. Des tartines de Nutella, un jus de pomme et un yaourt. Elle restait là, couchée sur le côté, son portable entre les bras, à attendre un coup de fil. De la mère ou du père de Gérardo, sans doute. Les minutes étaient des heures, les heures des années. Elle regardait les nuages défiler par la fenêtre. L'attente insoutenable. Un vent léger passa sur le carreau, et elle vit quelque chose battre de l'aile. C'était un bout de papier, coincé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Elle se mit sur son séant, puis se leva péniblement. Par réflexe, elle regarda si son portable était en mode sonnerie et qu'il avait suffisamment de batterie. S'il n'appelait pas dans l'heure, elle appellerait l'hôpital. Peut-être se rendrait-elle sur place. Elle ouvrit la fenêtre et libéra le bout de papier plié en 4. Elle le déplia et vit la photo en noir et blanc d'un flacon. Il ressemblait à un vase en porcelaine, en miniature. On avait écrit quelque chose à la machine. Elle plissa les yeux et rapprocha le papier pour oublier l'être aimé. Son cœur s'emballa. Elle se pencha sur la fenêtre qui donnait sur le jardin. Personne en bas. Elle relut le mot et s'en offusqua. Elle le déchira jusqu'à ce qu'il n'en reste que des confettis, puis tenta de faire redescendre sa colère. L'antiquaire, pensa-t-elle. Ça ne peut être que lui. Et tout en pensant cela, elle sentit la peur s'emparer d'elle. Il est venu jusqu'ici. Il a grimpé la fenêtre. Peut-être qu'il m'a observé pendant la nuit. Son téléphone sonna. Son cœur fit un bond et la projeta sur l'appareil. Elle le fit tomber, le ramassa, vit la tête d'Olga apparaître sur l'écran et retomba lourdement sur son lit, déçue. Encore sa cousine qui essayait de lui remonter le moral. Elle raccrocha et s'allongea, épuisée par l'émotion et la fatigue. Quelques jours plus tard, le père Perrault priait, de genoux à terre, en face de la chapelle. Il demandait au Seigneur d'éclaircir ses idées. Il n'entendit pas la porte de bois grincer doucement sur ses gonds. Aussi sursauta-t-il en entendant Isma. « Mon père, c'est Isma !» L'homme d'église se releva en gémissant. Il avait de plus en plus de mal à prier à genoux. Il se rapprocha. Isma posait sur les murs et le mobilier des regards inquiets. « Nous sommes seuls, » lui dit le père. « Parle donc sans crainte. » « Ce qui est arrivé à Gérardo, c'est à cause du bracelet, j'en suis sûr. Et c'est l'antiquaire qui l'a vendu à Fred. Il l'a ensuite offert à ma sœur. Et quand Gérardo l'a su, il est devenu fou. On a essayé de le retenir, mais il a enfilé le bracelet et il est devenu encore plus fou. Je ne sais pas comment le bracelet a agi sur lui, mais je sais que tout ça n'est pas un hasard, mon père. C'est forcément lié. Je comprends ton inquiétude, Isma, mais ça n'a aucun sens. Tu me parles de magie, alors qu'il ne s'agit que d'une malheureuse querelle. Gérardo est d'un caractère jaloux, et Fred est une brute. Voilà tout. Ils se sont battus, et je prie dès lors pour que Gérardo en sorte sain et sauf. Mais vous avez bien vu que rien ne va depuis que l'antiquaire est là.
Gérardo est dans le coma. Ma sœur s'est cloîtrée dans sa chambre, elle ne mange pratiquement plus. Et puis, j'ai aussi surpris Lebrun en train de parler seul dans sa cuisine. Je crois que sa folie empire de jour en jour. Parfois, il danse dans sa cuisine comme s'il dansait une valse avec quelqu'un. Or, il a lui aussi acheté quelque chose à l'antiquaire, vous comprenez? C'est une coïncidence, Isma. Le vieux Lebrun est pris de démence. À son âge, ça arrive. Dans le cas de Lebrun, j'en ai peur. Seule la vieillesse et la mélancolie sont en cause, mon fils. Et crois-moi, j'ai pratiqué des exorcismes dans ma jeunesse. Je sais reconnaître la magie noire quand elle se présente à moi. Tu prêtes à l'antiquaire des pouvoirs qu'il n'a pas. C'est un homme muet qui vend des breloques. C'est tout. Il est simplement mal aimable. Ça oui. Mais, Père Perrault, Isma était dépité. Il repensa soudain à ce qu'il avait vu le matin même. Et que me dites-vous du maire? On l'a vu avec Chambiche porter un coffre d'or. Il était si lourd qu'il ne pouvait pas le porter seul. Eh bien, qu'y a-t-il avec ce coffre? C'est une antiquité. Je suis sûr que le maire l'a reçu en échange du local. Que l'antiquaire lui a donné. Eh bien, soit, c'est son droit. Il peut vendre son local à qui bon lui semble et au prix qu'il désire. Alors vous n'allez rien faire? Si, je vais aller voir Jean Lebrun. On ne peut pas le laisser comme ça. Tu vas m'accompagner, comme ça tu verras comment je m'y prends. Et tu te rendras vite compte que l'antiquaire n'a rien à voir là-dedans. Le père Perrault prit les devants. Au sortir de l'église, il faisait chaud. À cette heure-ci, tout le monde était en train de manger ou roupiller. Ils regardèrent par la fenêtre de chez Lebrun. Personne dans la cuisine. Vas-y, Isma, sonne. L'adolescent obéit. J'arrive. Oh, mon père. Bonjour, Isma. Jean, il faut qu'on parle. L'homme d'église posa une main sur l'épaule de Lebrun et s'invita à l'intérieur. Isma suivit et referma la porte. Vous semblez dans tous vos états, mon père. Hélène, tu veux bien nous apporter du café? Vous voulez un café, mon père? Le père Perrault ne répondit pas et ne chercha pas même du regard la dénommée Hélène. « Asseyons-nous dans le salon, » dit Perrault. « Nous serons plus à l'aise. » Lebrun, intrigué, obéit. Il n'avait de cesse de sourire. Ses pupilles pétillaient. Son teint enjoué et ses joues rosies laissaient penser qu'il était réellement heureux, peut-être sous l'emprise d'une drogue. Isma regarda ça et là. Aucune trace d'Hélène. Il resta dans l'embrasure de la porte du salon et observa les deux hommes. « Que ressentez-vous, Jean ? » « Je vous demande pardon. Comment décririez-vous votre état ? » Content, enjoué même, mon père. Jamais je me suis senti aussi heureux. Oui, je crois que c'est le mot. Je vois. Pourtant, vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que vous êtes du genre amer et grabataire. Oui, c'est vrai. Je suppose que j'ai toujours été un peu comme ça. Or, vous voilà joyeux jour et nuit, capable d'aller au marché de Mugnot seul et sans canne. Seul? Non, pas seul. J'y vais avec Hélène. Ah, j'oubliais, le café. Je reviens, mon père. Perrault le vit disparaître dans la cuisine. Il détourna le regard et fit signe à Isma d'inspecter l'étage. Ça ne lui ressemblait pas au père Perrault. Pas du tout. Un peu surpris, Isma se dit qu'il était peut-être dépassé par la situation. L'adolescent s'éclipsa et monta les marches de l'escalier recouvert de moquettes. « Besoin d'aide » dit Perrault qui ne voyait pas revenir Lebrun. « Non, j'arrive. 1 minute, mon père. 1 minute. » À l'étage, Isma passa une tête dans la salle de bain. Il ne vit qu'un carrelage étincelant, preuve que Lebrun faisait le ménage assidûment. Puis il le vit dans le coin de la chambre. Comment ne pas le voir ? Le miroir se détachait du reste par le style, mais aussi par sa simple présence et ses dimensions généreuses. Son reflet semblait légèrement distordu. Il se demandait si le miroir avait un défaut ou si c'était sa propre vue qui lui jouait des tours, ou simplement la suspicion qu'il portait désormais sur les objets de l'antiquaire et qui devenait une véritable obsession. « Jean, lâchez ça !» Isma prêta l'oreille. Il revint dans le couloir. « Hélène dit que vous n'êtes qu'un escroc. Elle a raison. Vous n'êtes là que pour me chercher des ennuis. Vous voulez m'exorciser, c'est ça? Ou peut-être que vous voudriez m'envoyer à l'asile, hein? Saleté !» Jean, calmez-vous. Posez-le. Isma se précipita dans l'escalier et dévala les marches 2 par 2. Il arriva à toute vitesse dans le salon. Le père Perrault était étendu sur le canapé, le crâne en sang.
Il avait les yeux ouverts, la bouche entr'ouverte, le bras en avant pour se protéger. « Arrête !» s'écria Isma. Jean Lebrun tenait le rouleau à 2 mains, au-dessus de sa tête. Le père Perrault n'avait rien pu faire. Le coup était parti si vite, avec une force prodigieuse. « Te mêle pas de ça, Isma. Va plutôt secourir ta sœur. Elle ne tardera pas à avoir des pensées suicidaires. » Et Lebrun remit un coup violent au père Perrault. Le rouleau à pâtisserie le laissa inconscient, les bras ballants, à la merci du vieux démon. « Je vais briser ton miroir !» « C'est le miroir qui te rend fou. » Lebrun se retourna lentement, les yeux écarquillés, l'air totalement possédé. Il n'avait plus son sourire jovial. Isma recula, d'abord doucement, puis courut à l'étage. Il vit une silhouette le talonner et accéléra pour atteindre la chambre avant lui. À peine eut-il franchi le seuil que Lebrun gravissait les dernières marches, prouesse en théorie impossible à son âge. Il déboula dans la chambre, le rouleau à pâtisserie bien en main, prêt à en découdre. Mais il s'arrêta net, apeuré, en voyant qu'Isma s'était réfugié derrière le grand miroir. Il pouvait voir sa tête dépasser d'un côté. « Pose le rouleau et fais-le rouler jusqu'à moi. » Mais Lebrun ne réagissait pas. Il semblait envisager l'affrontement. « Pose-le !» insista Isma en faisant basculer légèrement le miroir. « Sinon je le brise. » Cette fois le vieux obéit. Il posa le rouleau sans le quitter des yeux, puis le fit rouler jusqu'à Isma. Mais la moquette freina sa course et il n'alla pas bien loin. « Envoie-le avec ton pied. » Lebrun poussa un peu plus le rouleau. « Maintenant recule. Va jusqu'au couloir. » Le vieux obéit. Isma remit le miroir sur pied sans quitter le vieux du regard. « Sors de chez moi, Isma, et prends le prêtre avec toi. Ne remettez plus jamais les pieds ici. » Isma sentait les battements de son cœur dans tout son corps, dans ses tempes et jusqu'au bout de ses doigts. Le vieux venait-il de tuer le père Perrault? Soudain, Isma se retourna et envoya le rouleau de toutes ses forces dans le miroir qui se fissura sur 20 centimètres, avant qu'un morceau généreux s'en détache et vienne se planter dans la moquette. Lebrun voulut s'interposer, mais il posa une main sur son cœur et mit un genou à terre. « Isma !» dit-il d'une voix reconnaissable. « Aide-moi !» Le jeune se retourna, mais il n'eut pas le temps de lui porter secours que Lebrun perdait les quelques cheveux qui lui restaient. L'adolescent se figea en voyant son œil disparaître sous une croûte nécrosée. Le bout de son nez disparut, peu à peu, comme un papier qu'on brûle. « Sauve-les !» dit-il d'une voix déraillante. « Sauve ce qui peut encore l'être !» Lebrun ne put en dire plus. De sa gorge s'échappèrent des asticots qui moururent aussitôt dans un lit de cendres. Le corps de Lebrun se recroquevilla et Isma se blottit contre le mur. Les yeux écarquillés et le souffle presque coupé, il assistait impuissant à la mort en accéléré. La mort insoutenable, la jeune mort des asticots, à côté de laquelle la vieillesse semble bien belle. Un bout de crâne apparut, et sans pouvoir détourner le regard, Isma tenta de faire corps avec le mur. Ses mains plaquées au mur étaient si moites que des gouttes s'échappèrent du bout de ses doigts. Lebrun n'était déjà plus qu'un tas d'eau et de cendres. Le teint livide, Isma se laissa glisser le long du mur, porta ses mains à ses cheveux et parvint à détacher son regard. Il était sur le point de s'évanouir. La salive avait un goût bizarre, sa vue se flouta et il eut le tournis. Il se sentit partir et finit par perdre connaissance. Isma se réveilla en sursaut, la bouche contre la moquette imprégnée de sa propre bave. Il alla se blottir contre le mur, par réflexe. Il n'avait pas dû rester longtemps inconscient. La lumière qui filtrait à travers la fenêtre n'avait changé que de façon imperceptible. Le squelette à moitié réduit en cendres était toujours là, sur le seuil, à cheval entre le couloir et la chambre. Il alla jusqu'au lit, le longea, puis alla ouvrir la vieille fenêtre maladroitement. Il tremblotait. Il l'ouvrit en grand et s'écria « À l'aide ! Au secours ! Le vieux est mort ! À l'aide !» Il vit du mouvement à l'une des fenêtres, de l'autre côté de la rue. Il regarda sur sa gauche, aucun joueur sur le terrain de pétanque. Certains étaient à la buvette, qui n'était pas visible depuis chez Lebrun. La plupart devaient faire la sieste à cette heure-ci. Il regarda sur sa droite et se figea en voyant l'antiquaire, debout, le dos contre un mur. Il le fixait intensément, sans qu'on puisse dire s'il le dissuadait d'appeler à l'aide ou s'il se contentait d'observer. Ou peut-être qu'il l'encourageait. Isma fit un pas en arrière. « Faut que tu enjambes le vieux. T'as qu'à sauter par-dessus. » Et tout en se motivant lui-même, il prit 2 mètres d'élan. Il aurait voulu l'enjamber, tout simplement,
mais les forces lui manquaient. Il s'élança et fit un bond généreux jusqu'au garde-corps en bois. Ça y est, le cadavre à moitié putride et calciné était derrière lui. Il longea le garde-corps. Le contact du bois sur sa main le rassurait. Le voilà qu'il descend les marches une à une. Il avait les jambes si fébriles, comme si ses muscles s'étaient amincis. « Père Perrault, vous allez bien ?» Il entendit un râle de douleur, très faible mais audible. « Père Perrault, j'arrive !» Isma relâcha la main courante et se précipita dans le salon. Le père était assis sur le canapé, le crâne en sang. Il était conscient, mais paraissait tout étourdi et incapable de faire une phrase. « Mon père, venez, il faut qu'on trouve de l'aide. » Isma l'aida à se relever, et tous deux sortirent dans la rue. « Au secours !» criait Isma tandis qu'il passait devant chez lui. « Maman, papa !» Il frappa violemment la porte en bois et étira le bras pour atteindre la sonnette, sans toutefois lâcher le père Perrault. Sa mère ouvrit. Elle fit un pas en arrière en voyant la mine déconfite du père et le sang qui avait recouvert son oreille et qui goûtait sur sa chemise noire. « Faut l'emmener à l'hôpital. C'est le vieux qui l'a frappé à la tête. »« Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pas le temps de t'expliquer. Faut appeler la police tout de suite. Jean, il est mort. Isma eut la désagréable image du corps calciné en tête. Il avait un goût de vomi dans la bouche. Son père arriva dans le couloir, suivi de Madeleine. « Je m'en occupe, dit-il. »« Je t'accompagne, » ajouta Madeleine, trop heureuse de se rendre à l'hôpital, et donc de voir Gérardo. Il donna les clés de la voiture à sa fille. « Va démarrer la voiture, » dit-il tout en relayant Isma. Et soudain, son fils, Isma, s'emporta. « C'est à cause de lui !» dit-il tout en pointant l'antiquaire du doigt. « Il a vendu le miroir à Jean, et maintenant il est mort !»« Isma, calme-toi, » intervint sa mère. « Qu'est-ce que tu racontes ? Dis-moi ce qui s'est passé. Faut appeler les flics. Faut qu'il l'arrête. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. »« Qui a fait quoi, Isma ? Regarde-moi, Isma ! Qui a fait quoi ?» Il prit la main de sa mère et l'entraîna chez Lebrun. Son père lui adressa un regard inquiet, puis s'éloigna tout en soutenant le père Perrault, à peine capable de mettre un pas devant l'autre. Madeleine courait déjà chercher la voiture. « Du calme, Isma, tu vas me faire tomber. Faut qu'on fasse vite. Faut surtout pas qu'il s'échappe avant qu'ils arrivent. Il a tué. C'est lui qui a tué Jean. » La mère fit de son mieux pour gravir les marches jusqu'à l'étage supérieur. Elle y parvint, un peu essoufflée, et vit son fils au milieu du couloir, de dos. « Isma, où est monsieur Lebrun ? Isma !» Mais son fils ne répondait rien. Il regardait au sol, incrédule, tout en murmurant. « C'est pas possible. C'est pas possible. Il était là. Je l'ai vu. Je l'ai vu, il était là. »« Monsieur Lebrun ?» dit-elle à voix haute, tout en inspectant l'autre pièce au bout du couloir. Elle revint et posa une main sur l'épaule de son fils. « Isma, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Jean ?» Il se mit accroupi et commença à tâtonner la moquette à la recherche de cendres, d'un os ou d'une trace de sang. Mais il ne trouva que quelques miettes de pain prisonnières de la moquette. Il entra dans la chambre tout à fait, regarda çà et là, et ne vit pas tout de suite qu'il manquait quelque chose. Sa mère le prit par les épaules et le secoua violemment. « Isma, réponds-moi! Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes entré chez Lebrun? C'est toi qui as frappé le père Perrault ?» Soudain, il posa son regard sur un angle de la pièce, entre la table de chevet et le mur où il s'était blotti. Le miroir était là. Et Jean était ici. Apeurée par les paroles et l'air halluciné de son fils, elle ramena son visage à elle. Elle avait besoin de lire dans ses yeux qu'il n'était pas fou. « Regarde-moi, Isma, regarde-moi. Il n'y a pas de miroir dans la chambre. Et monsieur Lebrun n'est pas chez lui. Maintenant, on va aller à la maison et tu vas tout me raconter depuis le début, d'accord ?» Elle le prit par la main. Il ne détacha pas son regard du coin jusqu'à ce qu'il sorte. « C'est lui, pensait-il. C'est l'antiquaire. » La peur s'empara de son cœur. À quel genre d'homme avait-il affaire? Était-il seulement un homme, lui qui ne fermait jamais boutique, lui qu'on n'avait pas même vu boire un verre ou acheter une pomme chez Chambiche? Une fois chez eux, sa mère lui servit un verre de coca. « Bois ça va te requinquer. » Il obéit. Les bulles pétillèrent dans sa bouche et le ramenèrent un peu à la réalité. « Vas-y, je t'écoute, raconte-moi. » Les yeux dans le vide, avachi sur sa chaise, il cherchait par où commencer. « Tu ne me croiras pas, » finit-il par dire dans un accès de lucidité. « Faut appeler la police. » Elle le retint par le bras fermement. « C'est toi qui as frappé le père Perron ? » ?»« Non, je ferai jamais ça. » »« Et Lebrun, il est où ?» Il ne répondit pas. « Qu'est-ce que vous faisiez chez Lebrun ? » ?»« C'est le père Perrault qui voulait l'aider. Jean était devenu fou. Il parlait tout seul, tu sais bien. »
Il a toujours parlé seul, Isma. Mais pas comme ça! Il disait voir sa femme. Il s'est mis à vivre comme s'il avait 20 ans. C'est depuis qu'il a acheté ce miroir à l'antiquaire, je me tue à le dire, putain. Et Gérardo, c'est pareil. C'est depuis que Fred a acheté le bracelet à l'antiquaire que tout a chaviré. Il dégagea son bras et alla près du téléphone fixe, posé à même une commode en bois bleu. Sa mère l'écouta composer le numéro de la police, perplexe. Ce qui était arrivé à Gérardo l'avait sans doute traumatisé, pensait-elle. Elle espérait du moins que son fils n'ait pas fait une bêtise. On décrocha au bout du fil. Isma ne réagit pas tout de suite. Il avait envie de leur dire la vérité. Mais il ne le croirait pas. Comment aurait-il pu? C'est tout juste si sa mère le croyait. Pire, la police ne trouverait aucune preuve. Il lancerait un avis de recherche infructueux et finirait peut-être par le soupçonner lui. Tout au plus organiserait-il une inspection et une battue alentour. Peut-être irait-il inspecter le local de l'antiquaire, et ce dernier pourrait même leur offrir l'un de ses objets maléfiques. Le cœur haletant, Isma reposa lentement le combiné et finit par raccrocher. « Isma, attends !» Mais il remontait déjà dans sa chambre totalement dépassé par la situation. 2 heures plus tard, la mère toqua à la porte. Elle tenait dans sa main le double des clés de chez Lebrun. « Isma, je peux entrer ? Je suis occupé. Juste pour te dire que le père Perrault va passer la nuit à l'hôpital. Mais a priori, c'est pas trop grave. Ils lui ont mis des points de suture. Tu m'entends ? Je pensais que tu aimerais le savoir. » Il cessa de pianoter sur son ordinateur. « Jean n'est pas chez lui. Et il est introuvable. On a appelé la police, il ne devrait pas tarder. Il va falloir que tu leur parles, Isma. Le père Perrault fera sa déposition plus tard, même s'il dit ne pas en vouloir à Jean. Pour lui, le vieux a dû s'en vouloir, et il a dû fuir le village. Je m'inquiète beaucoup. C'est un vieil homme. » Elle marqua une pause. Son fils ne disait rien. « Madeleine et papa repartent de l'hôpital. Ils seront là pour dîner. » Elle resta là, à prêter l'oreille. Il semblait écrire. Elle finit par s'éloigner. Mais tôt ou tard, il faudra bien qu'il parle. Qu'il explique pourquoi il avait dit que Jean était mort. Il peaufinait sa propagande contre l'antiquaire. Danger était écrit en lettres rouges. Une photo du local prise avec son smartphone. Et un texte qui disait ceci. « Malheur à celle ou celui qui achète chez l'antiquaire. Tous ceux qui repartent avec l'un de ces objets sont maudits. Boycottez l'antiquaire. Qu'ils repartent. » Il écrivit son prénom et son nom en bas du poster, puis envoya le tout à l'imprimante. Il utilisa toute la ramette de papier, puis elle a placardé ça un peu partout dans le village. « Isma, où est-ce que tu vas ? J'en ai pour 5 minutes, je reviens vite. » Et il referma la porte, sans qu'elle pût l'arrêter. Quand il repassa à l'angle de la Grand Place et de la rue Murillo, là où Gérardo s'était fait rouer de coups, Isma aperçut les gyrophares. Sa mère parlait à un agent, Anouk Célestin, une femme consciencieuse, mais qui avait tendance à faire du zèle. Sa mère lui fit signe de se dépêcher, aussi pressa-t-il le pas. Il avait encore quelques affiches de propagande dans les mains. Il sentait le stress le gagner. Qu'allait-il dire à la police ? Il fit un geste cordial de la main. « T'étais où, Isma ?» dit sa mère. « L'agent Célestin a des questions à te poser. »« Merci, madame. Je vais m'entretenir ici avec Isma. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. » La mère retourna à l'intérieur, préoccupée par son fils et sa fille, qui ne manquerait pas de rester recluse et muette à mesure que le coma de Gérardo se ferait plus alarmant. « Assieds-toi, » dit Célestin en désignant un banc en pierre attenant au mur de la maison. « Ta mère m'a déjà raconté ce qu'elle a vu. Elle dit que t'es ressorti de chez Jean Lebrun, où le père... » Elle consulta son carnet de notes. « Où le père Perrault a été agressé par le dénommé Lebrun. »« Oui. Et il s'en est pris à toi aussi ?» Isma tenta de ne pas flancher. Il se savait observé, pas que par Anouk Célestin, mais aussi par lui, l'antiquaire. Il était devant son local et il observait comme toujours. « Oui, il a essayé de me frapper. Je me suis réfugié à l'étage. Et après, que s'est-il passé ? Je suis resté à l'étage. Tu n'as aucun hématome. Jean ne t'a pas frappé ? Non, il a pas réussi. Je suis resté à l'étage et j'ai attendu. Et après ? Isma avait le regard dans le vide. Il mentait. Honteusement, qui plus est sur un mort qui n'est plus là pour se défendre. Une petite voix en lui disait que c'était mal. Il essayait de la faire taire. « Isma, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?»« Quand le silence est revenu, je me suis décidé à redescendre. Jean Lebrun n'était plus chez lui. Mais le père Perrault était toujours sur le canapé. Alors je l'ai aidé à sortir, et ensuite mon père l'a emmené à l'hôpital. » Anouk Célestin prit quelques notes. « Dis-moi, Isma, je vais interroger le père Perrault prochainement.
Il ira dans ton sens, n'est-ce pas? Isma ne comprit pas la question. Son témoignage ira-t-il dans ton sens? Oui, enfin je crois. Non, je te dis ça car j'ai beaucoup de mal à croire qu'un octogénaire ait pu vous attaquer. Et ta mère m'a dit que tu n'étais pas toi-même après ça. Je veux donc m'assurer que tu me dis la vérité et que ce que tu me dis a du sens. Ah oui, Jean n'est plus lui-même depuis quelques jours. Il s'est mis à parler seul. Il a même délaissé sa canne. Il paraissait en pleine forme. Si je comprends bien, vous êtes allé le voir parce que vous vous faisiez du souci pour lui. Oui, c'est ça. Et où crois-tu que Jean Lebrun soit allé après vous avoir agressé? Je sais pas. Isma tenait les feuillets contre lui. Sans s'en rendre compte, il les avait froissés. Ta mère m'a dit que tu étais parti subitement de chez toi, alors que tu savais que la police était en route. Pourquoi étais-tu si pressé? Isma se sentait pris au piège. Il se résolut à parler. Vous voyez cet homme là-bas, qui nous regarde? La policière tourna son buste et aperçut un homme au chapeau noir. Elle distinguait mal son visage. Il aidait quelqu'un à installer un luminaire dans le coffre de sa voiture. Le client, un jeune retraité récemment installé dans la région, le remercia chaleureusement en lui serrant la main. Isma eut un peu le vertige en le voyant remonter à bord de son auto. Quel objet maléfique venait-il de vendre à ce pauvre homme? C'est l'antiquaire. Il a vendu un miroir à Jean Lebrun. Et depuis, je crois qu'il a perdu l'esprit. Et il a aussi vendu un bracelet à Fred. Et depuis... Anouk Célestin commençait à avoir des doutes sur Isma. Et sur sa parole. Pourtant, elle se voulut patiente et indulgente. Tu fais référence à Fred Donard? Oui. Tu penses donc que les deux affaires sont liées? Oui. Et je suis allé mettre les habitants en garde. Il lui tendit l'une des feuilles. Elle lut ce qu'il y avait décrit et dit « Écoute-moi, Isma. Je pense que tu es sous le choc. Gérardo était ton ami, c'est bien ça? Oui. Si on ajoute à ça ce qui vient de se passer chez Jean Lebrun, c'est compréhensible que tu sois pas bien. » Elle marqua une pause pour recueillir l'approbation du jeune. Mais Isma restait impassible. Lebrun était mort sous ses yeux, bon sang. Un autre agent s'approcha, c'était Thomas Toby. Il venait d'inspecter la maison de fond en comble, aucune trace de Lebrun. Voilà ce qui va se passer, ajouta Anouk. Tu vas reprendre toutes tes affiches et les jeter. C'est de la diffamation, Isma. Et il faut une autorisation de la mairie pour afficher comme tu le fais, tu comprends? Il acquiesça et tenta de garder son sang-froid. Thomas et moi, on va aller interroger l'antiquaire. Mais avant, il faut que je parle avec ta mère. Merci, Isma. Tu peux aller retirer tes affiches. Anouk Célestin regarda le jeune s'éloigner, la tête rentrée dans les épaules. Alors, dit Thomas. Alors faut qu'on aille voir ce qu'en dit le père Perrault. Si ça concorde, Lebrun les aurait agressés avant de disparaître. J'ai trouvé le rouleau à pâtisserie qui a servi à assommer le père Perrault. L'agent Célestin était de plus en plus perplexe. Elle avait du mal à trouver une logique, à élaborer un scénario crédible. Je vais voir la mère, et ensuite on va interroger l'antiquaire que tu vois là-bas, et puis on ira voir Perrault. Elle toqua à la porte entr'ouverte. « Madame, nous y allons !» La mère apparut dans l'embrasure, un torchon entre les mains. Elle semblait inquiète. « Isma est en train de retirer ses affiches, madame. Il vous expliquera. Je vous laisse une carte de visite, c'est une assistance psychologique. Il va falloir que vous soyez vigilante. Votre fils et votre fille pourraient en avoir besoin. Surtout, n'hésitez pas à appeler. » La mère prit la carte d'une main fébrile. Elle les remercia et les vit s'éloigner en direction du local. Arrivé à la hauteur de l'homme au chapeau noir, Thomas Toby enleva son couvre-chef. « Bonsoir, monsieur. Vous permettez qu'on entre, vous poser 2-3 questions ?» L'homme s'inclina légèrement et les invita à entrer d'un geste de la main. À l'intérieur, il avait fait installer des ampoules LED. La lumière était tamisée, mais suffisante pour embrasser d'un simple regard l'étendue de ces antiquités. « Comment vous vous appelez, monsieur ?» ajouta Anouk, qui observait plus attentivement son accoutrement. L'homme sinistre chercha dans la poche intérieure de sa redingote. Il en sortit un passeport qui semblait neuf et le tendit à Célestin. Il écrivit à la va-vite sur son calepin et le tendit à Toby. « Je suis muet. Désolé de ne pas pouvoir vous répondre par la parole. » Anouk regarda à son tour ce qui était écrit, et sans se laisser amadouer par l'handicap du commerçant, elle dit tout de go. « Pourriez-vous me montrer les papiers du local, s'il vous plaît ?» Il les invita à les suivre, ce qu'ils firent. Célestin passa le passeport à son collègue. Abodé Asmadon. Abodé Asmadon, 66 ans.
et il échangea un regard avec Célestin. C'était pas commun, mais son passeport était bien français, récemment imprimé de surcroît. Ça ne vous dérange pas qu'on jette un coup d'œil à votre local, monsieur Asmadon? Vous êtes en droit de refuser. L'homme se retourna et lui tendit son titre de propriété avec un grand sourire. Il était tout à la fois propriétaire et locataire des murs. Elle lut la documentation avec soin. Tout était en ordre. Et le silence était profond à l'intérieur. On n'entendait presque plus la rue et les oiseaux au dehors. Thomas revint. Rien à signaler. Les allées étaient un peu poussiéreuses, mais les objets étaient propres. Curieux pour la plupart, mais comme tout objet, inerte et inoffensif. Il n'y avait pas de prix, certes, mais il en était ainsi de certaines boutiques, surtout quand les objets sont rares et chers. L'agent Toby ne vit rien d'anormal ce jour-là. Célestin remit les papiers à l'antiquaire. « Vous avez vu sortir Monsieur Lebrun de chez lui cet après-midi » L'antiquaire prit son calepin. Il écrivit ceci. « Oui, je l'ai vu sortir précipitamment de chez lui. » L'intérêt d'Anouk n'en fut que plus grand. « Vers quelle heure et dans quelle direction » L'homme sembla réfléchir, puis il écrivit une tranche horaire et un nom de rue. « Et vous ne l'avez pas vu depuis » ? « Non, écrivit-il. Je ne lui ai parlé que lors de notre transaction. » Célestin consulta ses notes. « Vous faites référence au miroir » Il acquiesça. « Je peux voir votre registre des ventes » Il prit le vieux registre et le tourna dans sa direction. Il avait vendu plusieurs objets depuis. Elle dut tourner la page pour trouver le nom de Jean Lebrun et en dessous, Fred Donnard. « Apparemment, vous ne faites pas l'unanimité par ici, » dit soudain Anouk tout en prenant des notes. « Pourquoi, à votre avis ?» Sans hésiter, l'homme écrivit ces mots. « Parce que je suis différent et que j'ai du succès dans mes affaires. » Célestin voulut lui poser d'autres questions. D'où venait-il? Où avait-il exercé avant, ce qui l'amenait ici, à Fauteuil? Mais c'eût été déplacé. Après tout, elle pouvait comprendre la suspicion des villageois à l'égard de l'homme. Tout chez lui était rebutant. Mais elle n'avait aucune preuve ni aucune raison solide pour le suspecter davantage. Son passeport était en règle, tout comme la documentation du local. Il ne faisait qu'exercer son métier. Il s'apprêtait à repartir quand l'antiquaire leur tendit un talisman. Une pierre précieuse y était incrustée. Et à l'intérieur, le reflet d'une femme aux yeux fermés. « Oh non, merci, monsieur Asmadon, nous y allons. C'est gentil. Passez une bonne soirée. » Thomas le salua et remit son couvre-chef. L'antiquaire les regarda s'éloigner par l'allée centrale. Il devenait hilar, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Une expression d'autant plus saisissante qu'elle contrastait avec la mine grave d'Isma. Il avait déjà ramassé pas mal d'affiches. Il regarda les deux agents remonter à bord de leur véhicule. Les gyrophares lancèrent leur lumière sur la maison de Lebrun. Isma sentit la colère l'envahir. Il se précipita vers l'affiche la plus proche et la ôta à la va-vite. Il entendait son cœur battre contre son torse et dans ses tempes comme un tic-tac, comme si le temps de Fauteuil était compté. Bientôt on placarderait une photo de Lebrun, çà et là, avec écrit « Disparu » en lettres capitales rouges. Il retourna chez lui, ne répondit pas à sa mère qui lui demanda s'il pouvait s'asseoir pour discuter, prit le paquet d'allumettes dans le tiroir de la cuisine, entra dans le garage et balaya du regard les étagères surchargées. À côté des pots de peinture, il y avait 3 bouteilles de White Spirit, dont 2 neuves. Il en prit une et sortit par la porte qui donnait sur le jardin. Dans un coin, un grand barbecue en pierre. Il y jeta ses affiches, aspergea le tout de White Spirit et gratta une allumette. Les feuilles prirent feu instantanément, et des cendres s'élevèrent pour danser dans le courant d'air. Il fit volte-face. Il fallait qu'il aille au bar, car c'était l'heure et l'endroit idéal pour sensibiliser les autres, les mettre en garde. C'est là qu'il fut frappé d'une révélation. Il se retourna et observa le feu à l'œuvre. La facilité avec laquelle il consumait tout. Il se rapprocha, prit la bouteille de White Spirit dans sa main. Au verso figuraient des symboles. Inflammable. Il sentit une chaleur intense le gagner, non pas à cause du feu qui brûlait en face de lui, mais de l'idée qui venait de lui traverser l'esprit. Et malgré lui, un sourire se dessina au creux de ses lèvres juvéniles. Fin de la 2e partie.